Donc maintenant, on va voir les questions d'analyse en composantes principales, qui est une autre approche qui est plus une approche d'extraction de caractéristiques. Dans le fond, dans les sélections de caractéristiques, le point fort, c'est qu'on peut retirer complètement des mesures. Fait que retirer des mesures, ça veut dire ne plus avoir à les prendre, ne plus avoir besoin du capteur. Fait que ça, dans certains cas, c'est très intéressant si c'est vraiment ce qu'on veut faire, si on veut retirer des variables. Le point faible, cependant, c'est qu'il peut y avoir peut-être plusieurs variables qui sont pauvres individuellement en termes d'information. Et lorsqu'on les prend ensemble, conjointement, collectivement, c'est riche. Un exemple de ça, c'est de faire la reconnaissance d'objets à partir d'images. Une image, c'est formé de pixels. Il y a des centaines de milliers, des millions de pixels dans des images de moindrement haute résolution. C'est clair que chacun des pixels individuellement n'est pas essentiel, ne transporte pas beaucoup d'informations. Mais là où ça devient intéressant, c'est de voir que conjointement, cet ensemble de pixels-là dans le même voisinage peut être très informatif selon leur valeur. Donc, c'est un cas extrême, si on peut dire, mais c'est un cas où la sélection de caractéristiques fait peu de sens. On va échantillonner un sous-ensemble de pixels dans une image pour réduire la dimensionnalité. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Euh, L'extraction de caractéristiques, elle, vise à dire qu'on va conserver toutes nos mesures quand même d'origine, mais on va faire une projection vers un espace de plus petite dimension dans lequel on va travailler avec notre modèle d'apprentissage. Donc, cette projection-là peut être intéressante. Ça veut dire qu'on ne va pas éliminer des mesures, mais on va les transformer globalement pour avoir quelque chose de plus, dans un espace plus réduit. Fait que le point fort, c'est que ça va vraiment compresser l'information vers un espace de dimensionnalité réduite et donc possiblement faciliter la vie des modèles d'apprentissage qui vont suivre. Mais le point faible, c'est que ça exige de prendre quand même les mesures. Donc, un rappel sur les transformations linéaires. Donc, quand on parle d'un espace linéaire, si on va faire une transformation linéaire, bien, on parle de faire une translation dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va déplacer un point. Supposons qu'on a un certain point ici. On va faire un déplacement correspondant à un vecteur U. Ça va nous donner le nouveau point. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. On a déplacé notre point de X vers Y selon le vecteur U, qui correspond à notre vecteur de déplacement. Donc, ça, c'est une transformation linéaire. On peut aussi faire des transformations linéaires selon des matrices. Donc, la matrice grand A, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une transformation linéaire d'un espace à D dimensions. Donc, c'est l'espace de X vers un espace à K dimensions qui est Y. Donc, la matrice en soi est de taille K par D. Donc, elle va avoir l'équivalent de K lignes et D colonnes. Puis dans cette matrice-là, on peut avoir différentes transformations qu'on dit linéaires. Donc, un exemple en 2D, ça peut être une rotation dans un espace. Donc, on est en 2D, on veut tourner, on veut avoir vraiment nos points, on veut les tourner dans l'espace. Bien, les tourner d'un angle θ, bien, on a dans le fond un angle, puis les poids, les 4 poids de notre matrice de transformation linéaire seraient ceci, serait d'avoir vraiment sur la diagonale le cosinus de l'angle. Et hors diagonale, c'est d'un côté moins sinus de l'angle, de l'autre côté sinus de l'angle. Donc, en faisant le calcul de cette matrice A-là, l'effet sur X serait de le tourner d'un angle θ par rapport à l'origine. Donc, une formulation plus générale d'une transformation linéaire serait de dire, par exemple, qu'on a un vecteur X qu'on transforme avec une translation selon U et une transformation linéaire selon grand A qui nous donne finalement le Y. Et avec ça, on est capable d'encoder toute transformation linéaire possible. Donc, l'analyse en composantes principales, qu'on appelle souvent ACP, en anglais c'est PCA, Principal Component Analysis, c'est qu'on veut faire une projection linéaire dans un espace à K dimensions en minimisant la perte d'information. Et donc là, on fait encore l'hypothèse qu'on avait parlé tout à l'heure, que la variance est de l'information. Donc, il faut faire attention, la variance peut être aussi du bruit, mais supposons que c'est de l'information, on va partir de cette prémisse-là, puis on va développer finalement une méthode qui vise à minimiser la perte d'information, minimiser la perte de variance dans nos points. Et donc, pour faire ça, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir des vecteurs correspondant aux directions de variance maximale. On dit, mais si on veut maximiser l'information, si on veut conserver un maximum d'information, en faisant une projection de D vers K dimensions,
Mais ce qu'on a intérêt à aller chercher, c'est les directions dans notre espace où il y a un maximum de variance. Et si on projette tous les points selon cet axe-là, on va voir que selon cet axe-là, la variance va être maximale. On va dire, on va aller prendre le premier vecteur de la direction de variance maximale, le deuxième qui est orthogonal, le troisième, et ainsi de suite. Donc, on va construire finalement une base où, pour notre transformation où chacun des axes va aller chercher le maximum de la variance. Fait que la CP, c'est non supervisé. Donc, ça n'utilise pas d'étiquette de classe. Ça se fait sur un jeu de données tel quel. Donc, c'est non supervisé en ce sens-là. L'idée, donc, c'est d'avoir une première composante, la composante qui capture la direction de la variance maximale dans nos données. Donc, il y a une direction dans notre espace à des dimensions qui correspond à là où il y a le plus de variance si on projette tous les points sur l'axe correspondant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la première composante principale. La deuxième, maintenant, c'est la direction de la variance qui est maximale, orthogonale à la première. Donc, c'est de dire en 2D, par exemple, si on a plein de points ici, on peut dire que dans cette direction-là ici, c'est là où on a le plus de variance. Ça semble être étalé selon cet axe-là. Puis on peut dire que la deuxième direction est orthogonale, donc nécessairement, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est la direction de la variance maximale orthogonale. L'orthogonalité est importante ici. Et donc, en bout de ligne, avec la CP, on obtient une transformation linéaire, comme on vient de voir, où on est centré sur le vecteur moyen. On va d'abord centrer nos données sur le vecteur moyen. On ramène toutes nos données pour avoir une moyenne nulle. Une fois qu'on a une moyenne nulle, on va faire la rotation pour faire en sorte que, mais une rotation en éliminant des dimensions, fait qu'on va faire une rotation, puis là, on va avoir une rotation où les cas premières directions sont celles où il y a la variance maximale, puis on va conserver seulement celle-ci. Donc, une façon de le voir, c'est de dire, par exemple, on a nos données en 2 dimensions ici, fait qu'on voit que le vert, c'est la courbe de contour. Donc, on a vraiment une courbe de contour qui nous décrit un peu la distribution. Puis on peut dire que nos points seraient carrément à l'intérieur comme ça. Bien, on a capturé finalement que selon la distribution qui correspondrait approximativement à une loi normale multivariée, c'est dans cette direction-là que la variance est maximale. Et cette direction-là, c'est la deuxième direction, la direction orthogonale à la première. On peut dire, bien là, notre composante principale, c'est d'aller comme ça. Ce qu'on peut faire après, c'est de dire, bon, bien, notre ACP, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va centrer notre vecteur moyen à l'origine, ce qui nous donne donc une distribution qui est centrée. Donc, ça, c'est le résultat à droite. Puis, on dit que la première composante principale ici, on va faire la rotation pour qu'elle soit orientée selon X1. Ça devient ici X1. Puis la direction orthogonale, c'est X2 ici. Donc, on va appeler ça Z1 et Z2 parce que si on dit que ça, c'est X1, ça, c'est X2. La transformation est dans un espace Z qui va être Z1, Z2. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Puis là, dans l'espace transformé, on peut dire après ça, mais qu'on regarde seulement la première composante. Puis dans le fond, on va éliminer le Z. Ce qui va nous intéresser, ça va être seulement selon l'axe Z1 ici, si on passe de 2 à une dimension, en projetant tous les points sur notre droite.